Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Valérie Pirot. Elle est community manager sur LinkedIn, mais elle fait également de la stratégie de contenu et du social selling. Vous allez tout savoir, on va lui poser des questions. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Très bien, impeccable. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Alors, en quelques mots, mon parcours, il date déjà de plus de 25 ans maintenant, parce que j'ai 46 ans, oui déjà. Et donc j'ai commencé au tout début d'Internet en 1995, à l'époque où effectivement Internet n'était pas démocratisé à l'époque. On avait, la plupart du temps, on avait des jeunes précurseurs qui avaient des, des ordinateurs chez eux à la maison qui coûtaient un bras, généralement entre 15 et 20 000 francs à l'époque. Et moi, je faisais partie d'une équipe, d'une bande de copains. En fait, on a créé une association qui s'appelle Bug, dont le site s'appelle renet.org, qui existe toujours et dont le but était de démocratiser un peu l'accès Internet et de faire de la rédaction web et de parler de la ville de Rennes, de ses activités, de tout ce qui a un rapport avec la vie culturelle et la vie des Rennais. Donc on a occupé la place des comment des lieux culturels. On a occupé les MJC. Donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans avec cette fameuse bande de copains. On a arpenté un peu tous les lieux culturels de la ville de Rennes. Et ensuite, comme je travaillais en parallèle chez Decathlon, on m'a proposé d'intégrer donc le siège, la ville d'Ascq, pour occuper le premier poste de webmaster du site web de Decathlon.com, ainsi que les sites de Marc Passion, Kipsta, Tribord, etc. Mhm. Et 3 ans plus tard, j'ai été démarchée par Yves Rocher, donc le VP6 donc dans le domaine de la cosmétique, qui a voulu se lancer aussi dans le business en ligne, en plus de la vente par correspondance et la vente par magasin qu'on connaît bien. Et par à la suite de ça, j'ai voulu effectivement aller un peu plus loin et changer un peu mon fusil d'épaule. J'ai intégré le Crédit Agricole en tant que chargé de com commercial pour avoir vraiment un domaine d'activité commerciale complet, pour travailler non seulement sur les sites web, mais aussi les réseaux sociaux, sur l'outbound marketing, l'inbound marketing, travailler sur la ligne éditoriale, les outils de la vente, la publicité sur les lieux de vente, etc. Donc ça m'a permis d'avoir une expérience digitale un peu plus développée, on va dire. Et Mhm. puis par la suite, pour des raisons internes, il y a eu une restructuration du service communication de la Caisse régionale du Crédit Agricole. Et donc moi, je me suis retrouvée sur un poste de gestionnaire clientèle grand compte au centre d'affaires de la Caisse d'Ille-et-Vilaine. Donc c'est-à-dire pour des affaires type entrepreneur de plus d'1 million de chiffre d'affaires à grosse structure corporate, GMS et puis promotion immobilière. Et donc à côté de ça, Ah, on t'entend un petit peu moins bien là. du mi-temps sur mon activité commerciale et puis aussi pouvoir développer mon activité d'indépendant qui me tient à cœur, puisque effectivement la com en général digitale est vraiment ma passion avant tout. Voilà. D'accord. Donc, Et alors, comment tu arrives au métier de community manager? alors community manager, en gros, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est beaucoup d'actualité. Mais à l'époque, les community managers, c'était ce qu'on appelle en 95, quand le net a commencé, hein, c'était des modérateurs de forums de discussion, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on allait dans on va dire des outils qui étaient disponibles, des forums sur lesquels on pouvait s'exprimer en faisant des commentaires sur des thématiques bien précises. Et de fil en aiguille, les réseaux sociaux ont explosé à partir des années 2000, 2010. Et c'est
Et c'est vraiment que là, c'est le suivi complet de ce qui a été développé par le passé dans ces formes de discussion et sur les blogs par la suite. Et les réseaux sociaux, pourquoi ça m'a plu? Parce qu'effectivement, j'ai retrouvé cette notion de communauté qui est plutôt intéressante. On a la possibilité de pouvoir interagir avec des personnes quasiment inconnues et de pouvoir réunir des gens autour de centres d'intérêt communs pour déjà à la fois assouvir sa passion, mais aussi en même temps, par la même occasion, travailler sur des domaines d'activité professionnelle, notamment sur LinkedIn, travailler sa marque personnelle en faisant du B2B, puisque c'est le cœur du marché sur LinkedIn, en plus de la partie du recrutement et des personnes qui sont en demande d'emploi, bien entendu. D'accord. Donc le ratio sur LinkedIn, grosso modo, on a 65% de la population qui est là pour rechercher un emploi et trouver des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les recruteurs. Et le reste, on va dire 35% de la population, c'est des entreprises, des entrepreneurs, des freelances qui veulent faire du commerce et générer du chiffre d'affaires grâce à la viralité de cet outil qui commence à vraiment prendre beaucoup d'ampleur. On est sorti de la thématique LinkedIn qui était basée sur un mode CVTech, on va dire, il y a maintenant presque entre 5 et 8 ans, puisque l'inbound marketing, c'est-à-dire le fait de diffuser de l'information sur son propre profil, a vraiment pris l'émergence est arrivée il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Donc c'est vrai que de plus en plus de gens se mettent à développer une ligne éditoriale sur leur profil et ils se rendent compte qu'ils arrivent à générer une communauté autour d'eux, autour de leurs valeurs, autour de leur expertise, gagner en visibilité. Et ce qui fait que un profil, ce que j'aime dire, c'est que ça permet d'avoir un profil, une voix et de s'orienter vers une communication qui est plutôt démocratique, quoi, en fait, puisque une personne qui a un réseau d'abonnés de 2000, on va dire 2000 relations, a autant de chances d'être visible qu'un leader d'une boîte du CAC 40 qui a 150 000 abonnés dans son réseau. Donc c'est ça qui est absolument génial. Et donc du coup, moi j'encourage effectivement à la fois les étudiants qui font leurs études à commencer à générer et à développer leur réseau, à s'intéresser aux influenceurs, à générer du trafic sur leur page pour ensuite pouvoir être, le moment venu, à pouvoir trouver un job, d'être déjà avoir un réseau de constituer et puis de se faire connaître à travers leurs études et leur future expertise, quoi. Donc c'est ce qui se développe de plus en plus. Alors effectivement, ça reste à la marge, hein. Il y a des métriques qui sont claires. Aujourd'hui sur LinkedIn, il y a moins d'1% des personnes qui sont sur ce réseau qui publient de l'information de manière spontanée et activement. Il y a, on va dire, 9% des personnes qui sont ce qu'on appelle la majorité active. Ce sont les personnes qui vont interagir aux publications des fameux 1%. Et puis, il y a la majorité silencieuse, qui, elle, quand même, représente 90%, qui, généralement, sont des décideurs de budget, des grosses structures, des entrepreneurs, des sociétés, tout type de sociétés. Hein. Ça peut être de la TPME, de BTI, de la grosse structure, mais aussi des grosses structures du CAC 40. Donc, tout le monde est sur la toile. Donc, c'est ça qui est super, c'est qu'à travers LinkedIn et notamment son abonnement Save Navigator, qui est vraiment orienté vente, on a la possibilité, avec des filtres bien précis, d'identifier, on va dire, tout le marché professionnel en B2B et B2C, bien entendu, mais surtout en B2B, pour trouver un interlocuteur précis
sur la toile LinkedIn. Alors concrètement, si demain vous voulez joindre absolument le responsable communication de chez Total France et que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est, en agissant sur les filtres effectivement de LinkedIn, vous allez pouvoir le trouver et pouvoir lui adresser un message personnel qui est quand même assez génial, quoi. Donc bon, on a 60 millions de Français qui sont abonnés. C'est sur 67 millions, donc c'est d'actifs, c'est quand même assez énorme. C'est quasiment tout le monde, on va dire, pour les salariés. Et puis on a 841 000 entreprises françaises qui correspondent quasiment à la totalité du marché. Donc c'est l'endroit où on peut se connecter de manière assez simplement, mais on va dire ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas le faire n'importe comment. Voilà, c'est ça. Alors, Donc, Valérie, on va essayer de savoir également, on va rentrer en interview immersive. Raconte-nous une journée type de travail. Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Est-ce que tu es quelqu'un qui te lève tôt le matin, puisqu'on dit que le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt? Ou est-ce que au contraire, tu te lèves un petit peu plus tard? Et comment ta journée se décompose? Qu'est-ce que tu fais pendant toute cette journée? alors concrètement, moi je suis pas du matin, donc généralement je me lève. Alors je sais qu'il y a des personnes qui font du early morning là, qui se lèvent à 4h30, 5h, qui font du sport et tout, donc c'est pas du tout mon état d'esprit. Moi j'ai besoin déjà d'avoir mes 9 heures de sommeil, et donc le matin je me lève généralement à 7h30, 8h, et puis je prends mon petit déjeuner bien vitaminé. Je consulte généralement ensuite mes mails, je traite les priorités, notamment les interactions avec les clients. Et puis après, je démarre ce qu'on appelle les choses les plus difficiles, hein. En gros, je mange le crapaud le matin quand j'ai le plus d'énergie, parce que c'est là que j'ai le plus d'énergie. Donc je fais les activités, les tâches les plus, on va dire, chronophages, qui demandent le plus d'énergie. Des activités comme par exemple, développer ma ligne éditoriale, travailler sur des supports de com visuel pour publier un post. Je vais travailler sur, par exemple, une charte graphique pour un client qui va vouloir formater son profil. Il va falloir que je réfléchisse sur les codes couleurs, sur les typos, sur les visuels, pour faire de la recherche. Donc tout ce qui demande beaucoup on va dire, de réflexion, je travaille ça le matin. L'après-midi aussi, et puis j'essaie de faire des pauses quand même toutes les 2 heures pour éviter de trop saturer devant l'écran. Et puis de faire des pauses d'un quart d'heure, 20 minutes pour dégourdir les jambes. Pourquoi pas aller sur la terrasse et sortir un peu. Et quand la fin d'après-midi approche, là je commence à vraiment me détendre un petit peu. Je réponds aux interactions qu'il peut y avoir sur LinkedIn, des personnes qui m'envoient des mails, des emails. Je fais de la sollicitation de prospection spontanée, c'est-à-dire que j'ai un outil de CRM automatisé qui fait de la prospection en niveau 1, c'est-à-dire que je vais faire l'automation au niveau 1, puis en niveau 2, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment filtré mes clients et mes personnages, je commence à vraiment rentrer dans le détail de ma prospection ciblée. Et là, je vais concrètement, une fois que j'ai eu une réponse de mes clients, de mes futurs prospects, je vais vraiment rentrer dans le détail de la prospection. Je vais aller sur leur profil et puis je vais essayer de m'intéresser à leurs problématiques personnelles du moment, du quotidien, pour essayer de leur apporter des réponses et d'engager une communication. Voilà un peu le rythme de mes journées. J'essaie de couper le soir, parce que généralement, moi je fais du suivi mensuel, donc généralement je suis mes clients tous les mois. Je leur produis du contenu, je les forme, je les forme à être autonomes sur leur stratégie digitale. On analyse de manière hebdomadaire les métriques, les taux de conversion, savoir ce qu'il faut améliorer, réitérer. Donc les métriques sur LinkedIn, c'est quasiment toujours à peu près les mêmes, mais on travaille sur la visibilité, mais aussi on travaille sur
les engagements, c'est-à-dire le nombre de commentaires, voir si la communauté est engageante ou pas, réitérer les contenus pour qu'il y ait le plus d'engagement possible. Et puis, on travaille aussi sur les méthodes de prospection, du gros hacking un peu pour faire que la visibilité soit beaucoup plus importante. Donc tout ça, ça demande des interactions, des allers-retours avec les clients qui sont quasiment quotidiens. Où là, généralement, je réponds plutôt le soir sur des questions bien précises via les outils classiques, d'outils conversationnels interactifs, WhatsApp, Slack, messagerie ou visioconférence, ça dépend. Voilà, donc je privilégie plutôt en début de journée qui demande des ressources en termes des ressources cérébrales assez fortes. Et puis l'après-midi, je relâche un peu. Et dans la partie fin d'après-midi et soirée, je suis plus présente avec mes clients pour répondre à leurs interrogations quasi quotidiennes, puisqu'ils ont toujours beaucoup de questions à poser, quoi. Alors, tu nous as parlé beaucoup de la ligne éditoriale. J'aimerais que tu expliques un petit peu aux gens ce que c'est que la ligne éditoriale, que ce soit pour un profil, que ce soit pour un site internet, etc. Explique-nous un petit peu ce que c'est que cette histoire de ligne éditoriale, parce que je pense que c'est intéressant effectivement pour les gens d'avoir un peu plus de renseignements là-dessus. Bien sûr, une ligne éditoriale, en fait, on la choisit pas comme ça, en claquant des doigts, en se disant tiens, j'ai envie de faire de la vidéo ou d'écrire et de faire du post ou du carrousel ou alors de l'infographie. Voilà, tout ça, ça découle d'une stratégie de marketing, c'est-à-dire qu'on va faire une étude marketing d'abord sur le business model du client et on va voir quelle est sa concurrence. Sur quel positionnement il souhaite se positionner du coup pour apporter une valeur différenciante de son profil par rapport à sa concurrence. De là, on va découler des objectifs, c'est-à-dire qu'on va déterminer concrètement comment on va vouloir aborder notre clientèle. Et on va déterminer ce qu'on appelle notre branding, puisque la page de profil n'est plus un CV Tech, mais c'est une page de vente en gros, pour vraiment aller dans l'excès. On est là pour vendre à la fois son expertise, mais aussi sa personne, puisqu'on est sur un réseau social d'humain à humain, sa personne à travers ses valeurs et sa manière de travailler. Donc, ce qui fait vraiment la construction même de la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir des prédispositions à parler face à la caméra, à avoir des capacités à convaincre, à donner des conseils, et en étant tout à fait à l'aise et tout à fait vraiment bien avec cet outil-là, effectivement, on va privilégier peut-être cet élément-là, qui est la vidéo. Quelqu'un qui est très à l'aise à l'écrit, qui a une plume qui est riche, qui va savoir faire ce qu'on appelle de l'écriture persuasive et qui a une connaissance de son expertise, on va dire, qui est plus ancrée à l'écrit. Et on va plutôt privilégier effectivement les articles, les posts, etc. Après, certaines personnes sont plus à l'aise avec on va dire, sur une ligne éditoriale vraiment courte, parce que sur le réseau social, généralement, le degré d'attention sur un profil, c'est 6 secondes, un post, c'est 3 secondes. Donc, tout l'art de la communication sur LinkedIn, c'est de pouvoir convaincre en quasi 3 et 6 secondes. Donc, le but, c'est de trouver une ligne éditoriale sur laquelle on est à la fois performant en termes de contenu et qui nous correspond à nous. C'est-à-dire que si effectivement une personne décide de faire de la vidéo et qu'il n'est pas très à l'aise, forcément, il ne va pas développer ce qu'on appelle la notion de confiance. Il faut absolument développer sur un réseau comme LinkedIn en social selling, parce que le but de ce réseau, c'est de se différencier par rapport à un autre expert
qui lui fera peut-être la même chose qu'un profil lambda, mais la différence, c'est cette notion de confiance qui va s'instaurer au fur et à mesure que le réseau et la ligne éditoriale du profil en question va se développer. Donc, la ligne éditoriale, elle découle des objectifs et du branding du client, et en fonction de la manière dont il a la possibilité de s'approprier lui-même cette ligne éditoriale. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, si, t'es clair, ouais. Je prends quelqu'un, en ce moment je travaille pour un responsable une personne qui recherche un emploi dans le domaine de la cybersécurité. Il a travaillé pour le ministère de la Défense. C'est quelqu'un qui est vraiment expert dans ce domaine d'activité. Et lui, il a une très bonne plume. Il est très, très axé sur son domaine d'activité et il fait énormément de visibilité parce qu'il est très fort à ce niveau-là. J'ai un autre client qui, lui, est quelqu'un de très empathique, très accessible, qui passe très bien à la caméra et il fait très souvent des webinaires ou des vidéos en selfie dans un environnement qui lui est propre et il se sent très bien, il arrive à faire passer de l'émotion, il arrive à faire passer des messages en étant force de proposition et de conviction. Donc tout dépend de sur quel média on est vraiment à l'aise. Moi, je suis quelqu'un de relativement, on va dire, discret. Je suis quelqu'un je suis une communicante depuis plus de 20 ans maintenant, mais face caméra, je suis moins à l'aise que par écrit. Moi, ma ligne éditoriale est plus basée sur l'écrit, le visuel. Donc j'essaie d'apporter à travers mes infographies, à travers mes carousels, des réponses à mes questions. La vidéo, je vais y venir, mais je suis, on va dire, plus à même d'être expert dans la technique même de la vidéo pour pouvoir conseiller mes clients. Mais je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde, même si effectivement en pratiquant on y arrive. Je pense que t'es le plus à même de le dire, toi, à travers ta radio, le podcast, tout ça c'est une ligne éditoriale qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Il faut une certaine expérience pour pouvoir la maîtriser. Pour les clients, c'est pareil, surtout quand ce sont des novices et qui démarrent dans le métier de vouloir communiquer et de lancer leur journal personnel, en gros. Hein, c'est un peu ça. Ouais, leur journal de bord. Ouais. Exactement. Après, on fait une analyse de la ligne éditoriale. On voit effectivement à travers les métriques si cette ligne, elle est à la fois visible en termes de visibilité sur LinkedIn, en termes de nombre de vues, s'il y a de l'engagement par la communauté, c'est-à-dire par les abonnés de la personne qui gère le profil, et on regarde s'il y a de la conversion. Le but, effectivement, c'est de faire de l'inbound marketing, c'est d'apporter de la valeur d'expertise et de contenu pour informer, éduquer, même distraire ses clients, mais c'est surtout, en but final, c'est de faire du business, donc c'est de convertir. Et convertir quoi ? Convertir des futurs prospects, des personnes qui vont prendre leur téléphone, appeler le client, donc faire en sorte que le téléphone sonne, c'est des prospects qui viennent aux clients pour qu'ils puissent développer leur business. Donc on est sur une stratégie de communication où le client vient vers soi plutôt que la marque, la personne aille vers le client en faisant ce qu'on appelle de l'appel sortant, du télémarketing, du marketing direct ou alors de l'outbound marketing à travers la publicité audiovisuelle, de la PLV, du 4x3 extérieur, etc. Là, on est plus dans le développement d'un journal de bord, quoi. D'accord. Comment tu te projettes dans un an par rapport à ton activité, Valérie ? Alors, mon activité aujourd'hui, elle me prend pas mal de temps. C'est vrai que je me donne pas mal pour mes clients et ils en sont plutôt contents. Mon objectif premier aujourd'hui, on va dire, ça a été de satisfaire ma clientèle pour que je ne puisse pas avoir de clients non satisfaits. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur.
pour pouvoir générer des prescriptions et de la recommandation. Mais maintenant, ce que je veux développer dans les 3 à 6 mois à venir, c'est travailler sur mes objectifs personnels, professionnels, pour que je puisse développer davantage de productivité que j'en produis aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis visible à travers ce que font mes clients aujourd'hui, mais je ne suis pas forcément visible par rapport à mes projets professionnels et mes projets personnels. Donc du coup, mon objectif, ça va être de me tenir moi-même à ma propre ligne éditoriale dans les 3 mois à venir. Ensuite, de développer dans les 6 mois à venir mon site web pour générer aussi un canal d'acquisition supplémentaire par rapport à celui de LinkedIn. Et surtout, pour pouvoir développer ma newsletter et convertir également via l'emailing, parce que c'est un canal d'acquisition qui est extrêmement fort et beaucoup plus fort que le réseau social LinkedIn. Donc, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la majorité des indépendants sortent leur site web. C'est essentiellement pour communiquer via la newsletter plutôt que de communiquer sur le site web en lui-même, qui demande des compétences en référencement qui, elles, sont assez importantes, même si on les sous-traite, mais qui demandent aussi du temps pour pouvoir être référencé auprès du moteur de recherche Google. Il faut minimum 6 mois pour avoir un début de visibilité, voire 1 an pour vraiment être présent face à ses confrères ou à ses concurrents et développer du contenu de manière régulière à travers un blog et un site vitrine qui convertit bien. Donc, et aujourd'hui, développer un site web, c'est à la fois simple parce qu'on a ce qu'on appelle des CMS qui sont abordables, mais c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'on a, je prends l'exemple d'une voiture, on peut avoir le permis de conduire, mais c'est pas parce qu'on sait conduire une voiture et qu'on a le permis qu'on est le meilleur routier pour autant, quoi. Donc c'est la même chose pour les sites web. On peut vouloir faire un site web, mais il faut pas le faire n'importe comment non plus, quoi. Il faut qu'il soit bien copyrighté, bien choisi en termes de positionnement commercial également, et surtout hyper bien structuré en termes d'arborescence, de contenu, pour créer du maillage interne et répondre aux demandes de l'algorithme de Google. Donc ça aussi, c'est encore un autre aspect de la communication. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai quasiment drainé l'ensemble de mon activité via LinkedIn uniquement. C'est-à-dire que j'arrive à développer un chiffre d'affaires, je peux vous dire officiellement, en 5 mois, j'ai réussi à générer 5 000 € en débutant mon activité, ce que je trouve vraiment bien pour un début. C'est pas mal, c'est clair. Et seulement sur LinkedIn, donc il y a uniquement un profil LinkedIn. Donc je pense que les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte de la possibilité du réseau et de la possibilité de développer du business via ce réseau social professionnel. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a aussi très peu de personnes qui publient, parce que cette donnée, ces métriques-là sont pas encore trop on va dire, connues de la majorité des personnes qui sont sur LinkedIn, quoi. Donc 1%, c'est très peu de personnes qui publient. C'est bien pour ceux qui sont dans les 1%, parce que du coup la visibilité elle est vraiment croissante sur en plus un domaine d'activité professionnelle où on a quasi la totalité du marché qui est présente. Donc c'est une fantastique opportunité d'être visible et de pouvoir communiquer sur à la fois son secteur d'activité, sur sa manière de travailler, ses valeurs, sa vie d'entrepreneuriale, on va dire, quasiment. Donc, pour répondre à ta question initiale, donc dans les 3 mois à venir, ça va être de structurer mon activité pour atteindre mes objectifs personnels en termes de ligne éditoriale. Dans les 6 mois, ça va être le site web pour développer la newsletter, pour augmenter
en nombre de prospects et en conversion. Et par la suite, un peu plus tard, je pense que 6 mois plus, voilà, dans les 6 mois qui suivent, ça sera de développer une formation en ligne qui, elle, sera accessible à des tarifs qui seront intéressants à la fois pour les demandeurs d'emploi, parce que je pense que c'est vraiment une pénurie qui fait peine à voir. Les demandeurs d'emploi ne savent plus comment s'exprimer sur cette toile pour pouvoir se faire remarquer des recruteurs. Les recruteurs peinent également moi je le vois, hein, parce que les demandeurs d'emploi m'envoient eux-mêmes leur CV, donc ils me disent qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, pour que je sois visible. Je leur dis non, moi je suis pas recruteur, mais voilà, moi je peux te conseiller sur la manière de pouvoir optimiser ton profil et te rendre visible, mais te trouver un job, ça c'est pas on va dire mon activité principale. Je peux me mettre en relation avec les recruteurs, ça oui, ça je sais faire. Par contre, les recruteurs c'est pareil, ils cherchent, ils ont des demandes de profils bien spécifiques. Certains peinent à trouver des profils atypiques qui sont pas forcément les plus simples à trouver. Donc la plateforme LinkedIn fait des efforts, on en voit de plus en plus des images open to work qui sont maintenant un peu plus affinées. On voit open to pour un stage, open to alternance, pour trouver un contrat d'alternance. On voit que Microsoft, qui a racheté LinkedIn en 2016, si je dis pas de bêtises, commence à essayer de vouloir facebookiser un peu la plateforme, mais on va dire que la communication et les interactions sont pas encore optimisées au point que tout le monde puisse trouver à la fois le recruteur et à la fois le demandeur d'emploi. Donc ça, c'est vraiment un fait essentiel qui m'a beaucoup frappé. Et puis, à côté de ça, ça représente quand même 60% de la population LinkedIn, hein, c'est pas rien. Et puis, pour le reste, en B2B, c'est la visibilité, c'est d'être visible auprès de son marché et de sa clientèle. Donc là, toute la difficulté, c'est de trouver son positionnement de marque et trouver le marché qui correspond à son positionnement et les clients qui sont sur ce marché-là. Donc il y a une grosse phase de recherche généralement pour les personnes qui sont en lancement de leur propre société en tant que solo entrepreneur ou même une société de moins de 10 salariés. Hein. Le gros problème pour eux, c'est d'identifier leur positionnement, leur marché, et puis ensuite développer leur ligne éditoriale qui va bien. Donc il y a toute une stratégie marketing derrière, avec une offre qui répond vraiment aux demandes de la clientèle, à sa problématique personnelle du moment, quoi. Allez, on va conclure avec la dernière question effectivement de cette interview. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Question qui amuse beaucoup les gens. Comment je trouve la façon d'interviewer les gens? Oui, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Je trouve que c'est, on va dire, c'est du libre service, quoi. C'est-à-dire que concrètement, tu nous laisses la possibilité de pouvoir nous exprimer comme on veut. Tu nous interromps pas. Je trouve une ligne éditoriale qui est plutôt sympa, parce que tu poses des questions simples, ouvertes, et quasiment toujours les mêmes, si je dis pas de bêtises. Hein. Tu demandes à quelqu'un quelle est son expertise, comment il a démarré dans le milieu professionnel, comment se déroule sa journée lambda, on va dire, et puis comment il voit son métier dans les 6 mois ou l'année ou les 10 ans à venir. Ça, c'est la trame, on va dire. Hein. Ça, c'est la trame des questions d'interview. Mais après, effectivement, il y a d'autres questions qui arrivent, suivant effectivement ce que la personne dit aussi au fur et à mesure, en flux tendu. Hein. Oui, on voit que tu es très à l'écoute, que tu rebondis sur les éléments qui peuvent être les plus intéressants à l'audience. Et c'est tout ton travail de journalisme qui est vraiment différenciant par rapport aux autres. Donc oui, moi je trouve ton approche plutôt sympa. Toutes les interviews que j'ai pu écouter sont super enrichissantes.
tu laisses la place à tes interlocuteurs pour qu'ils s'expriment et tu rebondis au bon moment. Donc moi je trouve ça super sympa comme concept. Et le nombre d'interviews que tu fais me laisse, excuse-moi l'expression, sur le cul. Parce que franchement, si tu fais une interview par jour, je sais pas comment tu fais pour t'organiser, pour à la fois trouver tes interviews, tes futures personnes à interviewer, pour caler tous tes rendez-vous. Je pense que ça doit être une organisation qui est millimétrée, je pense, pour en arriver là, parce que c'est pas rien. Je pense que là, c'est vraiment un métier. Une organisation militaire, on va dire, oui. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais bon, ça ne regarde que toi, je pense. Valérie, comment on peut effectivement continuer à discuter avec toi sur les réseaux sociaux, je suppose, effectivement, après cette interview? Oui, essentiellement sur LinkedIn, parce que j'y passe quasiment la majorité de mon temps dans la semaine, quelquefois le week-end, mais j'essaie de décrocher un peu, donc LinkedIn, via email. Généralement, si on regarde mon fil d'actualité, je suis quasiment tous les jours en train de m'exprimer, donc c'est rare de ne pas pouvoir me joindre sur LinkedIn. Et puis par mail, via WhatsApp, effectivement, avec tous les outils interactifs, en visioconférence, il n'y a pas de souci. C'est assez simple aujourd'hui de pouvoir communiquer. Et ben voilà, en tout cas, une bonne interview, une belle rencontre encore une fois dans les experts. Si vous aussi vous voulez être interviewé, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr pour écouter les podcasts, c'est simple. Vous allez sur www.libre-antenne.fr, page podcast, et là vous retrouverez effectivement tous mes invités. Demain d'ailleurs, effectivement à partir de 10h ou 11h, vous retrouverez sur Facebook et sur LinkedIn la publication donc de cette interview. Et puis je vous dis à demain, puisque vous le savez, cette émission est quotidienne du lundi au vendredi, 245 interviews dans l'année. Vous retrouvez toujours des nouveaux invités. N'hésitez pas également à me suggérer des personnes, ça est toujours effectivement un plaisir d'interviewer de nouvelles personnes. Donc je vous dis à demain dans les experts. Merci Valérie. Merci Philippe, bonne journée. Une petite page, je te retrouve en antenne.